Chers amis, collègues, souvenez-vous, l'an dernier, la Foire du Livre de Bruxelles avec ses partenaires, le Centre de littérature de jeunesse, l'Association des éditeurs belges et le Service des lettres et du livre de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ont lancé l'idée de proposer une journée professionnelle autour du thème de la lecture. Sous le titre de « Lire et faire lire », nous avons décidé de travailler sur 3 ans. La petite enfance a marqué l'ouverture de ce cycle et aujourd'hui, nous poursuivons avec les 6-12 ans, avec comme sous-titre « Des lecteurs singuliers pour les livres pluriels ». Mais les circonstances actuelles nous ont obligés de repenser la formule, et c'est pourquoi, cette année, il n'y aura pas de rencontre en présentiel, mais nous allons vous proposer 2 conférences en ligne qui seront hébergées sur la plateforme de la Foire du Livre et de ses partenaires. Dois-je vous convaincre que lire, c'est génial, que la lecture a été un bien indéniable pendant ce long confinement, qui se poursuit encore aujourd'hui. Que lire, c'est aussi le plaisir de se laisser emporter par une histoire. C'est aussi découvrir de nouvelles connaissances, explorer des mondes réels ou imaginaires, mais c'est aussi de faire le lien à soi et aux autres. Les enfants perçoivent ces subtilités et sont en demande de lecture qui les nourrissent. Pourquoi ne pas saisir la perche qu'ils vous tentent? Initions-les au plaisir des mots et à la recherche des sens. Là sont autant d'entrées dans la lecture, la poésie, le conte, l'album, le roman, la bande dessinée, le documentaire, le numérique, les audiolivres sont autant d'entrées dans la lecture. Des lectures plurielles parce que tout lecteur est singulier et que nous allons aujourd'hui amorcer par les 2 conférences. Il faudra aussi vous dire que nous allons poursuivre avec des ateliers qui seront aussi organisés en ligne le 26 février. Et ceci dans le cadre de la formation continuée pour les enseignants, les bibliothécaires et toute autre personne intéressée par la lecture et le livre de jeunesse. Le Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles nous ouvre leurs portes pour accueillir les 2 conférences. Je remercie sa directrice, Céline Cordemans, et ses collaborateurs Julien Cirelli pour cette organisation et l'équipe. Mes remerciements vont aussi à Cécile Jacquet, qui a construit avec moi et nos partenaires ces conférences et ateliers. Enfin, remerciements à notre nouvelle commissaire de la Foire du Livre, Marie Noble et son équipe. Plongeons-nous dans le cœur du sujet avec Thomas Lavacherie. Vous ne connaissez pas Thomas? C'est une erreur. Je vous invite, après cette conférence, de vous plonger dans ses nombreuses créations à l'École des loisirs. Par ses romans, il s'adresse à différents publics et l'on prend plaisir de rentrer dans les aventures de Thor, de Björn le Morphir, de Jojo, de Padouk, de Ramulf, et j'en passe. Et cela depuis 17 ans. Thomas a aussi d'autres talents cachés, puisqu'il est historien de l'art, cinéaste, documentaliste, illustrateur. En effet, il illustre ses propres histoires et finalement, n'oublions pas aussi qu'il a un goût
indéniable pour le voyage, un héritage peut-être de son grand-père Henri Lavacherie. Je termine cette introduction et vous dire que Thomas Lavacherie a bien accepté de vous proposer une première conférence qu'il a intitulée « Les priorités d'un auteur jeunesse » et je vous laisse l'occasion de l'écouter. Merci à vous et à bientôt. Alors bonjour à tous, je suis très heureux de participer à ce colloque Lire et faire lire d'une foire du livre qui évidemment cette année sera virtuel. Alors le titre de ma conférence, comme l'a dit Luc, c'est les priorités d'un auteur jeunesse, mais enfin j'aborderai plusieurs sujets, le statut de la littérature de jeunesse, son évolution, je parlerai de la lecture en général, du parcours singulier de chaque lecteur, du choix des livres à proposer à nos enfants et à nos ados, de la question littéraire, du rôle des adultes en général, y compris celui des auteurs et des éditeurs. Et alors je voudrais commencer par le statut de la littérature de jeunesse et son évolution. Vous savez certainement que pendant longtemps, notre littérature a été regardée avec une certaine condescendance, c'était une sous-littérature pour beaucoup de gens, et c'est une chose qui a évolué positivement. Bien sûr, le succès de la littérature de jeunesse, la place qu'elle occupe aujourd'hui dans les librairies a joué beaucoup. Il y a eu évidemment le phénomène Harry Potter. Néanmoins, je dirais que cet aspect-là des choses est à double tranchant parce que pour certains, peut-être surtout dans les pays francophones, parce que ce n'est pas la même chose chez les Américains ou les Anglais, pour certains, le succès est regardé avec une certaine suspicion. Dans certains milieux littéraires, par rapport à Harry Potter, par exemple, au moment où Harry Potter avait son plus grand succès, j'ai pu entendre des phrases qui étaient parfois d'une violence agressive et qui témoignaient avant tout d'un sentiment de jalousie. Donc, indéniablement, cet aspect-là des choses est à la fois positif et négatif par rapport à ce regard sur la littérature de jeunesse. Et alors, pour illustrer, je dirais, à la fois l'évolution positive et en même temps la résistance qui peut exister encore, j'aurais une anecdote assez intéressante et éloquente. Il y a quelques années, pas très longtemps, j'étais invité dans une émission de télévision. Nous étions 2 auteurs jeunesse invités et le présentateur, les chroniqueurs sont toujours d'ailleurs des gens très ouverts qui considèrent toutes les littératures d'un œil curieux et positif, que ce soit la fantaisie, le roman policier, la bande dessinée. Et donc l'accueil avait été très sympathique. On nous avait accordé à cet auteur et à moi-même une place importante, mais il y avait un résistant. Parmi les chroniqueurs, un critique littéraire bien connu, plus âgé, et je l'avais rencontré déjà plusieurs fois et j'avais pu ressentir ces sentiments à l'égard de la littérature de jeunesse. Et à un moment donné, il a pris la parole. Il était à ma gauche et je le sentais bisqué pendant toute l'émission de l'importance qu'on nous accordait. Alors il a dit 2 choses. Il a commencé par dire que certains grands auteurs de littérature de jeunesse n'en étaient pas. Et il a pris l'exemple de Stevenson en disant que Stevenson n'était pas un auteur jeunesse. Alors là, on peut tout de suite s'inscrire en faux. Stevenson a certes écrit des livres qui sont plutôt dédiés à un public adulte. Je pense au Maître de Ballantrae, je pense évidemment à son très beau livre sur son voyage dans les Cévennes avec un âne. Mais si on prend son roman le plus célèbre, L'île au trésor, je ne sais pas si vous connaissez l'origine de ce livre. Il a un jour pénétré dans une pièce où se trouvait son beau-fils Lloyd Osborne, qui avait 12 ans à l'époque. L'enfant était en train de dessiner une carte. Stevenson s'est pris au jeu.
a dessiné avec son beau-fils. De cette carte est née une histoire. Il l'a écrite en lisant les chapitres au fur et à mesure à son beau-fils. Et puis L'île au trésor a été d'abord publié dans une revue écossaise pour la jeunesse. Donc le caractère jeunesse de ce magnifique roman n'est pas discutable. Et d'ailleurs, dans la bibliographie de Stevenson, il y a d'autres romans jeunesse indiscutables, bien sûr La Flèche Noire. Et alors un roman un petit peu oublié, dont on parle plus beaucoup et que je mets personnellement presque au même niveau que L'île au trésor, c'est Kidnapped, enlevé. Donc voilà, ça c'était la première partie du discours de ce critique littéraire. Et alors la seconde partie est encore plus intéressante. Il a dit que un roman jeunesse, à partir du moment où c'est un chef-d'œuvre, ça devient un classique, ça n'est plus un roman jeunesse. Donc c'était par ce petit tour de passe-passe intellectuel une façon finalement de confisquer à la littérature de jeunesse ses chefs-d'œuvre. Voilà, je vous livre cette anecdote parce qu'elle me semble intéressante, à la fois de l'évolution positive des choses, cette émission dans laquelle on nous consacrait, à nous, auteurs jeunesse, une place importante, grande ouverture d'esprit des chroniqueurs, etc. Et puis ce résistant. Alors, il y a évidemment aujourd'hui l'évolution positive a continué, hein, et si on regarde les choses, il y a des émissions de télévision. Je pense par exemple à Apostrophe, que moi j'ai beaucoup regardé quand j'étais adolescent et jeune adulte. Je ne me souviens pas du passage d'un auteur jeunesse à Apostrophe. Il y a bien eu une dame un jour qui faisait des comptines, mais elle était là pour parler d'un livre autobiographique où elle relatait un viol abominable dont elle avait été la victime. Bon, les auteurs jeunesse n'avaient pas beaucoup de place à Apostrophe, alors qu'aujourd'hui, François Bunel invite régulièrement des auteurs jeunesse. Si on parle des journaux, des quotidiens, eh bien, en Belgique, on est plutôt bien partagé, hein, avec Le Soir et la Libre Belgique qui accordent une place importante à la littérature de jeunesse. Souvent, d'ailleurs, mes collègues français sont un peu jaloux par rapport à ça. Néanmoins, en France aussi, il y a une évolution. J'ai eu la chance de faire partie du Libé des auteurs jeunesse, par exemple. Hein, c'était à l'occasion du Salon de Montreuil de l'année passée. Une trentaine d'auteurs jeunesse étaient invités pour fabriquer le journal Libération, pour écrire certains articles illustrés. Bon, c'est quand même un signe important. Autre signe important, c'est le fait que les travaux universitaires sont de plus en plus nombreux sur la littérature de jeunesse. Et évidemment, l'un des aspects essentiels, c'est l'entrée importante, décisive de la littérature de jeunesse dans les écoles. Donc ça, c'est pour illustrer véritablement cette évolution positive. Je terminerai quand même en disant qu'on n'y est pas tout à fait encore, et avec deux éléments. Une petite anecdote, je ne dirais pas qu'elle est amusante, mais presque. Un de mes amis auteur jeunesse d'albums, Michel Van Zeveren pour ne pas le citer, me racontait qu'il y a 2-3 ans, il était invité à un salon littéraire en France. Eh bien, les auteurs jeunesse étaient logés dans des hôtels de moindre standing que les auteurs que nous appelons plaisamment entre nous vieillesse. Autre élément, et celui-là peut-être encore plus éloquent, c'est le fait que les droits d'auteur restent en moyenne moins importants pour les auteurs jeunesse que pour les auteurs de littérature générale. Alors sans doute que ça vient d'assez loin. Je pense que dans l'histoire de la littérature de jeunesse, souvent c'était à l'origine des femmes qui écrivaient les livres pour les enfants, des femmes au foyer, et donc c'était évidemment une opportunité pour les éditeurs de mal payer, voire de ne pas payer du tout. Il y a eu des exceptions, des femmes écrivains à fort caractère, comme la comtesse de Ségur par exemple, qui est arrivée à obtenir des contrats pas trop catastrophiques, mais enfin c'était pas du tout généralisé. À ce propos, d'ailleurs, c'est une petite parenthèse, j'ai appris ce détail dans une émission que j'ai écoutée en podcast
c'était sur la comtesse de Ségur, donc c'est la Compagnie des œuvres, vous connaissez certainement une émission de Mathieu Garrigou-Lagrange sur France Culture, et dans la première partie, qui est toujours biographique, en fait c'est 4 émissions généralement d'1 heure sur un même auteur, et la première est toujours biographique, et c'était Marie Desplechin qui était invitée, et qui parlait de la vie de la comtesse de Ségur, et c'était très passionnant. Alors, l'une des raisons, à mon avis, du statut particulier de la littérature de jeunesse, c'est qu'elle est avant tout, que ce soit d'ailleurs consciemment ou inconsciemment, regardée comme utilitaire. Et utilitaire, en fait, à 2 titres. Elle a véritablement, dans l'esprit de beaucoup de gens, 2 fonctions principales. La première, c'est de fabriquer des lecteurs. Elle est une espèce de marchepied vers la littérature générale, si possible les classiques, que ce soit les classiques modernes ou anciens. Et l'autre fonction qu'on lui attribue généralement, c'est la fonction pédagogique, éducative. On attend qu'elle livre des messages, qu'elle transmette les valeurs de la société. Dans les critiques sur les livres jeunesse, on retrouve très très souvent une phrase du genre « ça aide à grandir, ça permet de grandir ». Je trouvais encore un site sur Internet, les 1000 livres qu'il faut avoir lus pour grandir. Donc il y a vraiment cette idée qui revient sans cesse. Alors cette vision utilitaire, elle est tout à fait légitime. Il n'y a aucun doute que la littérature jeunesse forme des lecteurs, et il n'y a aucun doute non plus qu'elle a un rôle éducatif, qu'elle forme les jeunes consciences. Je dirais que toute littérature d'ailleurs a cette fonction. Néanmoins, de mon point de vue en tout cas, l'importance de cette vision utilitaire pose certains problèmes, et en particulier 2 problèmes. Le premier problème, c'est qu'elle a tendance à valoriser un parcours idéal qui va de l'album pour enfants jusqu'au roman de littérature générale et si possible au classique, en passant par les premiers romans pour enfants illustrés, puis les romans pour ados, puis les Young Adults Books, les romans pour les pré-adultes. Et alors, à partir du moment où on idéalise ce parcours-là, évidemment, d'autres parcours sont dévalorisés, et certaines lectures aussi risquent de l'être, en particulier la bande dessinée, les mangas, qui sont encore aujourd'hui, évidemment ça évolue positivement aussi, mais encore aujourd'hui par beaucoup de gens ne sont pas regardés comme des lectures qui méritent la même attention que les romans. Et par rapport au parcours, les moments par exemple où dans la vie d'un enfant il ne lit pas, les moments où il s'intéresse à d'autres choses, mais c'est regardé comme absolument catastrophique par les adultes. Moi j'ai souvent devant moi des parents qui me parlent avec une tête d'enterrement. J'ai l'impression qu'ils vont m'annoncer que leur fils ou leur fille a une maladie mortelle. En fait, non, il ne lit pas, ou alors il ne lit que des mangas. C'est évidemment catastrophique, regardé comme catastrophique. Or, chaque parcours est singulier, et chaque parcours est légitime. Si je prends le mien, j'ai très peu lu d'albums pour enfants. Il y en avait à la maison qui avaient appartenu à mes grands frères qui sont ou étaient beaucoup plus âgés que moi. Je vous épargne mes détails familiaux. Il y avait 1 ou 2 Béatrix Potter, 1 ou 2 Samivel, auteur magnifique et maintenant oublié. Il y avait 1 ou 2 Babar, mais en fait, je suis né à la lecture dans la bande dessinée, dans la meilleure bande dessinée franco-belge, Hergé, Franquin, Peillot, Tillieux, Machereau, etc. Ça a été ma passion pendant des années et des années, et je ne mettais pas mon nez dans un roman, sauf par obligation scolaire, mais j'étais un grand lecteur de bande dessinée. Et je suis venu à la littérature tard, vers 16-17 ans. J'ai commencé à puiser dans la bibliothèque de mes parents, et ça veut dire qu'en fait je ne suis pas passé par la phase littérature de jeunesse. Bon, j'ai lu des romans qui aujourd'hui encore sont catalogués jeunesse, mais qui mériteraient plus d'être définis comme des romans pour tous. Je pense à des grands romans d'aventure. J'ai parlé de Stevenson, mais c'était surtout dans mon cas Dumas, Jules Verne, etc. Mais dès 16-17 ans, je lisais des auteurs qui sont complètement tournés vers les adultes. Je pense à Laurence Turel, Malcolm Lowry, Henri Miller, etc. Donc mon parcours,
qui a abouti quand même à ce que je devienne un lecteur passionné, n'est pas du tout ce parcours idéal dont je parle, des années et des années dans la bande dessinée. Oui, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'évidemment, en devenant plus grand, vers 15-16 ans, je ne suis pas resté que dans Hergé et Franquin. J'ai aussi lu Blueberry, enfin des bandes dessinées pour plus âgés, Laureline et Valérian, les albums du Goprat, etc. Enfin, voilà un parcours qui n'est pas ce parcours idéal et qui quand même conduit non seulement à ce que je devienne un lecteur, mais en plus à ce que je pense, je sois devenu un citoyen tout à fait convenable. Enfin, ça n'a pas été dramatique pour moi de ne pas suivre cette voie. Je donnerai un autre exemple qui est celui d'un ami qui, lui, n'a jamais lu de roman, n'a jamais aimé ça. Je pense que même à l'école, il a réussi à éviter les lectures obligatoires. Il m'a fait le plaisir de lire ma série Burn de Morphir parce que je suis son ami. Il m'a fait aussi un compliment qui m'a plu. Il m'a dit que j'étais un écrivain très visuel. Mais enfin, dans sa vie de lecteur, c'est complètement anecdotique. C'est un lecteur de bande dessinée, il vit dans la bande dessinée. Et là encore, c'est un type remarquable, intelligent, bon citoyen, bon père de famille. Donc voilà encore un exemple de parcours qui n'est pas le parcours orthodoxe que je citais. Et voilà, ce n'est pas dramatique. Alors bien sûr, moi qui adore la littérature, j'aimerais bien lui faire découvrir des livres extraordinaires, comme lui d'ailleurs aimerait bien, parce que j'ai un peu abandonné la bande dessinée comme lecteur, me faire découvrir les fleurons de la bande dessinée actuelle. Enfin, encore une fois, il n'y a pas mort d'homme, c'est un parcours légitime, et je tiens à dire ça. Dernier exemple, celui d'une jeune femme que j'ai rencontrée dans un salon il y a quelques années, et qui, elle, a toujours détesté lire jusqu'à 20 ans, et à 20 ans, elle a commencé à lire uniquement du roman policier. Et elle en a fini par en écrire un, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle se retrouvait dans le salon en question. Voilà, une femme qui avait l'air très heureuse, qui trouvait son bonheur dans le roman policier, et qui donc, encore une fois, n'avait pas suivi ce parcours orthodoxe. Et c'est pour ça que je vous proposerais bien deux images opposées, pour illustrer en quelque sorte ces parcours de lecture. La première, ce serait celle d'une montagne. On aurait au pied de la montagne les albums pour enfants. Sur les contreforts, on aurait les premiers romans à lire tout seul, généralement illustrés. Puis un peu plus haut, les romans jeunesse. Et encore plus haut, les romans pour pré- et pré-adultes. Puis la littérature générale et au sommet, les classiques. Alors ça, c'est une vision qui accourt pas pour tout le monde, mais pour beaucoup de gens, et qui me gêne parce qu'on a cette idée d'ascension, cette idée de hiérarchie, et cette idée d'effort aussi. Et à cette image-là, je préférerais en substituer une autre qui serait l'image d'un planisphère, le monde des livres, avec des continents, le continent du roman, le continent de la poésie, le continent de la bande dessinée, etc. Dans ces continents, des pays. Si on prend le continent du roman, eh bien, on aurait le roman jeunesse, le roman historique, le roman policier, la SF, la fantaisie, l'autofiction, etc. Et chaque lecteur pourrait voyager tranquillement durant sa vie dans ce monde-là, choisir d'éviter un continent parce que ça ne l'intéresse pas, choisir de rester dans un pays plus longtemps que dans un autre, et puis naître aussi à la lecture, pourquoi pas, comme l'ami dont je vous parlais, et comme moi-même d'ailleurs, dans le pays de la bande dessinée. Ça me semble une vision plus apaisée, c'est celle d'un voyage, et je trouve qu'elle est intéressante parce que ça dédramatise les choses par rapport à la lecture. Alors, donc ça, c'était le premier problème, je dirais, posé par cette vision utilitaire. Il y en a un autre, c'est que cette vision-là a tendance à valoriser les livres pédagogiques, les livres qui livrent un message bien visible, qui donnent des leçons de vie, ceux qui ont tendance à vouloir aider les enfants, les ados face à certains problèmes que l'on peut rencontrer dans la vie. Si on parle des livres pour les petits, les fameux livres médicaments, hein, voilà, comment faire face au divorce, comment faire face au harcèlement scolaire, etc. Alors ce sont des livres qui sont souvent pleins de bonnes intentions, qui sont parfois bien fichus, mais il faut savoir quand même qu'ils sont construits un petit peu comme des équations mathématiques, et que, en tout cas, ceux qui les font ne travaillent pas
au même niveau d'inspiration que ce que j'ose appeler, c'est un peu gonflé mais je le fais quand même, les vrais auteurs. Ceux qui travaillent avec les choses qui les mobilisent en profondeur, qui ne se lancent dans un projet que s'ils ont un lien fort avec un sujet. J'ai beaucoup discuté avec mon ami Kitty Crowther de notre métier respectif, enfin de nos métiers respectifs, c'est le même, mais elle est évidemment plus orientée album. Et elle me disait un jour, moi si on me proposait de faire un album sur le divorce, je ne le ferais pas. Je ne me sens pas attiré par ce sujet, je n'ai pas de lien avec lui. Et Kitty est l'exemple d'une artiste qui ne s'engage que si elle ne peut s'engager entièrement justement par rapport à son sujet, par rapport à ses personnages. Alors évidemment, les auteurs que j'appelle entre guillemets pédagogiques ne fonctionnent pas comme ça. Ils peuvent choisir leur sujet, je dirais, sans discrimination. Je m'explique. Ils n'ont pas besoin de ce lien fort pour travailler. C'est particulièrement le cas dans certaines séries. Vous avez des séries comme ça qui déclinent toutes sortes de sujets, que ce soit des petits romans, des petites BD. C'est le harcèlement scolaire, c'est le racisme ici, c'est le problème du stress qu'on va résoudre par la méditation, etc. Bon, encore une fois, un artiste ne fonctionne pas comme ça. Et donc, rarement, ces livres-là ont une qualité artistique et littéraire égale à celle des auteurs qui ne marchent que à l'inspiration. Alors quand je parle de lien fort, il faut tout de suite ici qu'entre un auteur et son sujet, il faut aussi, tout de suite ici que je précise une chose, c'est que je ne parle pas de lien biographique, parce que là, ce serait très dangereux de le faire. On est aujourd'hui dans une période, en tout cas dans les pays anglo-saxons, assez catastrophique, où beaucoup de gens pensent que pour mettre en scène un personnage de jeune femme obèse, il faut soi-même être une jeune femme obèse. Pour parler d'une jeune esclave noire, il faut être noir soi-même. Évidemment, je fais allusion à Alma, le très beau roman de Timothée de Fombelle, qui n'a pas été, comme vous le savez, publié en anglais, parce que les éditeurs ont eu peur qu'on crie à l'appropriation culturelle, ce qui est d'une niaiserie, mais alors faramineuse. Depuis que la littérature existe, les auteurs femmes sont capables de mettre en scène des héros masculins. Le contraire est vrai. Flaubert disait Madame Bovary c'est moi. Que voulait-il dire par là? Qu'il y a toutes sortes d'émotions humaines qui nous rassemblent et qu'un auteur sensible est tout à fait capable de se projeter dans une personne, un personnage qui est très, très éloigné de lui-même. Ajoutons que le fait de côtoyer les gens, quand on est quelqu'un de sensible avec des antennes, eh bien on apprend beaucoup de choses, des gens qui sont très différents de nous simplement en les côtoyant. Peut-être l'un des exemples les plus étonnants à ce niveau dans l'histoire de la littérature, c'est celui de Simenon. Il suffisait qu'il rencontre quelqu'un pendant une demi-heure pour arriver par une espèce d'instinct médiumnique, d'entrer dans la personnalité de cette personne et éventuellement d'en faire un personnage. Je raconte ça pas comme ça en l'air. Il y a un texte de Françoise Giroud où elle raconte qu'elle avait été interviewer Simenon, une demi-heure d'interview, et quelque temps après, elle se retrouve dans un roman et elle a la surprise de voir qu'il l'avait percé à jour d'une façon tout à fait extraordinaire, encore une fois dans une rencontre assez courte. Et puis ce que les émotions communes à tous les hommes, ce que le fait de côtoyer des personnalités différentes eh bien, ne permet pas de trouver en tant que romancier, l'imagination peut évidemment y suppléer. Alors, sur la dimension pédagogique des œuvres en général et de la littérature de jeunesse en particulier, j'ai dit mon point de vue dans une interview très récente du Carnet et les Instants, une interview que j'avais accordée à Marc Wilmot. Et là, comme c'est une question assez cruciale, où je dirais chaque mot compte, je me permets de vous lire ce que j'avais dit sur ce sujet de la dimension pédagogique des livres jeunesse. Et donc j'étais interrogé par Marc Wilmot de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors la question de Marc était la suivante.
les notions de roman d'éducation ou de formation sont-elles pertinentes pour évoquer les récits que tu destines aux adolescents? Et voilà ma réponse. Je pense que le roman est pédagogique par essence, dans la mesure où il multiplie notre expérience. Sans Dumas, Stendhal, Conrad, Stevenson, Sigrid Undset, Yourcenar, Durrell, Laurie, Patrick O'Brien, Vargas Llosa, Jim Harrison, je ne serais tout simplement pas l'homme que je suis. Les autres vies que j'ai connues grâce à eux, et dans lesquelles je me suis plongé corps et âme, m'ont formé au même titre que ma propre existence. De mon point de vue, romans d'éducation et romans de formation sont donc des expressions pléonastiques. Toute bonne histoire nous apprend à vivre, enrichit notre regard, développe nos capacités d'empathie, notre sens esthétique, notre lucidité, notre méfiance aussi. Mais bien sûr, la leçon ne mérite d'être prise que si l'auteur est subtil, profond, habité, jamais complètement déchiffrable, tant par les autres que par lui-même. Un roman digne de ce nom est sujet aux interprétations multiples. Il ne saurait s'apparenter, même de loin, à une démonstration mathématique. S'il recèle un message, le mot ne me gêne pas tellement. S'il illustre un problème, s'il combat l'injustice, la terreur, je songe au cher Orwell, les idées qu'il inspire ne doivent jamais être énoncées. Le romancier met sa loupe sur une situation, il place ses personnages sous notre regard avant de les faire vivre en semi-liberté. Le résultat le surprendra peut-être, le sens même du livre lui échappera en partie lorsqu'il aura fini son travail aventureux. On pourrait penser que ces vues valent pour le roman adulte et non pour les textes jeunesse. Ce n'est pas mon avis. Nos ados ont droit à la meilleure littérature. La polysémie et le mystère ne doivent surtout pas leur être confisqués. Pas plus qu'aux enfants d'ailleurs. Les albums de mon ami Kitty Crowther sont des chefs-d'œuvre à multiples facettes. Combien d'heures, combien de jours pourrait-on discuter d'Annie du Lac, de Mère Méduse, de l'enfant Racine, de la visite de Petite Mort, sans en percer tous les secrets? Voilà sur cette question, et je voudrais maintenant aborder le rôle des passeurs que nous sommes en tant qu'adultes. Et je commencerai par dire que tous autant que nous sommes, nous lisons chaque année des livres de qualité moyenne, qui sont faciles. Nous regardons des films, des séries qui ne sont que divertissants, qui ne sont peut-être pas réalisés avec un art consommé, qui n'ont peut-être pas beaucoup de fond. Et je dirais que c'est tout à fait normal. On ne peut pas passer sa vie sur les sommets, on ne peut pas vivre en ne lisant que Marcel Proust et en ne regardant que les films d'Ingmar Bergman. C'est une liberté tout à fait normale et que nous devons nous accorder, enfin que nous nous accordons et que nous devons aussi nous accorder évidemment aux enfants. Cependant, il me semble qu'il y a quand même une chose importante à dire, c'est qu'il est important pour tout lecteur de fréquenter de temps en temps, régulièrement, les meilleurs livres, les meilleurs auteurs. Parce que les meilleures œuvres, ce sont non seulement les plus belles, mais aussi les plus enrichissantes, les plus formatrices au sens le plus élevé du terme. Ce sont les références aussi à partir desquelles nous formons notre jugement littéraire. Et ce sont aussi, c'est très important de le dire, les œuvres qui nous proposent une vision subtile, profonde du monde. Et c'est là, je trouve, que le rôle de passeur que nous sommes est très important. Je parle des parents, des enseignants, des bibliothécaires. Nous avons tous un rôle important à jouer en proposant des livres qui ont une vraie qualité littéraire et artistique. Alors, par rapport au choix des livres à conseiller, je dis des livres de qualité, mais une fois qu'on a dit ça, il y a certaines questions qui se posent. D'abord, comment les reconnaître, ces livres-là? Quand il s'agit d'œuvres consacrées, je dirais que c'est très facile. Si vous proposez à lire à des ados Vendredi ou La vie sauvage de Michel Tournier, je dirais pas trop de risques. C'est un livre qui est reconnu, c'est un livre qui a bénéficié aussi du recul du temps, hein, ce qui fait qu'une œuvre est définitivement consacrée, c'est le temps, c'est le fait que non seulement beaucoup de gens ont dit, écrit qu'elle avait de la valeur, mais qu'en plus elle reste, elle continue d'être lue, elle continue d'être travaillée. Mais évidemment, pour les livres plus contemporains,
pour les livres qui sortent aujourd'hui, la question est évidemment plus compliquée. Comment faire pour être sûr qu'on ne se trompe pas? Et là se pose la question du jugement critique et du jugement critique de l'adulte qui va conseiller. Alors là, je voudrais faire un petit détour par une anecdote. J'ai assisté il y a quelque temps, je crois que c'était il y a 2 ou 3 ans, à une conférence donnée par une jeune éditrice de revue. C'était une revue pour les ados, mais qui vraiment cherchait à se mettre au niveau des ados, c'est-à-dire à donner une place, toute la place, à ce que les ados aiment lire par eux-mêmes, à la culture adolescente, je dirais. Et alors, elle avait 2 messages, cette conférencière. Le premier qui est indiscutable et qui est de dire, si nous voulons avoir de la légitimité pour conseiller aux ados, il faut que nous nous intéressions à ce qu'ils lisent, à ce qu'ils aiment, à cette culture ado dont je parle. Indiscutable. Deuxième message, et celui-là il était plus insidieux, plus trouble, et je ne pouvais pas y adhérer, c'était l'idée qui n'était pas tout à fait explicite, mais enfin c'était très présent, l'idée que tous les jugements se valent un peu. La vie des jeunes ou le nôtre, c'est la même chose. Elle se moquait gentiment du site Babelio, par exemple, qui est un site important sur Internet avec énormément de critiques de livres, vous le connaissez certainement. Bon, ce sont des critiques le plus souvent qui sont faites par des adultes et par des gens qui sont de bons lecteurs et qui critiquent les livres jeunesse. Alors, cette idée, donc, c'était un peu que tous les jugements se valent. Et là, évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas du tout d'accord. J'estime, par exemple, que mon regard de lecteur aujourd'hui vaut plus et plus pertinent que celui que j'avais à 15 ans. Alors, je n'ai aucun mépris pour le lecteur que j'étais à 15 ans. Je pense que j'avais de bons instincts, etc. Mais il n'y a rien à faire. Aujourd'hui, avec tout ce que j'ai pu lire, tous les points de comparaison que j'ai, mon jugement est plus aguerri, plus charpenté, et il a une vraie valeur. Et c'est pour ça ici que je voudrais définir la notion de spécialiste de mon point de vue. Pour moi, un spécialiste de littérature, ce n'est pas seulement un prof de littérature, ce n'est pas nécessairement un écrivain ou un critique littéraire. Pour moi, c'est tout lecteur qui aime lire, qui lit beaucoup, et qui a un parcours de lecteur éclectique. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui va voir un peu partout, qui lit des romans policiers, qui lit des romans qui viennent de sortir, qui va lire de la littérature étrangère, et qui, comme je le disais tout à l'heure, de temps en temps va se promener sur les sommets de la littérature, va lire Kafka, va lire Marcel Proust, Rimbaud, etc. Et donc un lecteur comme celui-là, un lecteur aguerri, qui est tout le monde, je veux dire tout le monde qui aime la littérature peut se donner ces moyens-là, eh bien celui-là, il va pouvoir reconnaître les livres, grâce à tous ces points de comparaison qu'il a, ceux qui ont une richesse esthétique, une valeur stylistique, une profondeur, qui ne sombrent pas dans les poncifs, dans les stéréotypes, qui ne sont pas lourdement pédagogiques. Tous autant que nous sommes, nous pouvons développer ce regard-là. Alors, la qualité, ce n'est pas tout, évidemment. Il y a aussi le fait de conseiller des livres qui sont appropriés, des livres qui peuvent parler aux enfants et aux élèves, et donc qui sont accessibles. Ici, évidemment, l'importance de la littérature de jeunesse contemporaine est à souligner. C'est une manne extrêmement précieuse. Rares sont d'ailleurs les enseignants qui aujourd'hui restent accrochés à des livres qu'on avait tendance à beaucoup proposer avant et qui ne sont plus appropriés parce qu'ils sont passés de mode, parce qu'ils parlent de choses qui ne concernent plus les adolescents. Bon, c'est vrai que la littérature de jeunesse sous ce jour-là joue un rôle très important. Bon, je ne suis pas en train de dire évidemment que les livres anciens, que les livres du passé doivent être bannis des écoles, certainement pas. Il y en a qui parlent encore tout à fait aux lecteurs, mais en tout cas la littérature de jeunesse est une manne importante. Et on pourrait ici aborder un instant la littérature classique, parce que c'est une vraie question. Bon, elle ne concerne pas tellement la tranche d'âge qui est visée dans ce colloque, parce que les classiques, on les propose plutôt après, mais enfin je m'y arrête quand même un petit instant, parce que c'est un vrai débat
et qui est assez chaud, en tout cas en France par exemple, c'est comme souvent les Français d'ailleurs, quand ils doivent débattre de quelque chose, c'est assez, oui, c'est assez chaud. Donc les avis sont assez tranchés. Il y a des gens qui sont tout à fait pour bannir les classiques de l'école, parce que ça ne concerne plus les jeunes, disent-ils. Vous allez donner l'assommoir, vous allez assommer définitivement les jeunes, les dégoûter définitivement de la lecture. Et puis il y a ceux qui disent, à l'autre extrême, que c'est trop dommage que les ados ne puissent pas connaître les classiques, que s'ils ne les connaissent pas à l'école, si on ne leur fait pas lire des classiques à l'école, eh bien, ça ne sera jamais. Bon, voilà, les deux points de vue s'opposent. Bon, en ce qui me concerne, j'ai du mal à trancher véritablement. Je pense qu'il est très important qu'un enseignant puisse évaluer sa classe, savoir ce qu'il peut proposer ou ne pas proposer. Je trouve effectivement dommage que les classiques, si les classiques étaient complètement bannis de l'école, je trouverais ça dommage, mais bon, dans certains cas c'est effectivement compliqué et il y a des moyens de faire. On peut travailler des extraits. Mon fils, l'autre jour, est rentré avec 3 extraits du contrat social. Bon, on n'est pas dans la fiction ici. Il a pu, à travers ça, en essayant de comprendre ces 3 petits textes qui n'étaient pas simples, eh bien, découvrir Rousseau, découvrir cette prose extraordinaire, et en même temps, on ne lui donnait pas un livre de 300 ou 350 pages à lire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, ni jamais le faire, je dis simplement que il n'est pas facile de trancher sur cette question. Et alors pour terminer sur les classiques, je vous raconte encore une anecdote. J'ai eu pendant très longtemps une éditrice, Geneviève Brisac, qui est une grande romancière, qui était donc éditrice à l'École des loisirs pendant très longtemps. Et un jour, sur cette question, elle a dit quelque chose qui m'a semblé intéressant. Elle l'a dit, pas qu'à moi, puisqu'il y avait d'autres personnes, elle a dit moi, je trouve que Flaubert, ce n'est vraiment pas pour les ados. C'est une mauvaise idée de faire lire Madame Bovary parce que Flaubert et ses personnages ont des préoccupations essentiellement adultes. Et elle a rajouté tout de suite après, si on m'avait donné comme manuscrit à lire Gatsby le Magnifique, je n'aurais pas hésité à le publier dans la collection Médium de l'École des loisirs. Alors voilà, ce qu'elle voulait dire, c'est que parmi les classiques, il y en a certains qui peuvent encore parler aux adolescents et d'autres pas. Alors on peut discuter de ces 2 exemples, on ne doit pas nécessairement être d'accord avec elle. Une chose est sûre quand même, c'est qu'il y a des exemples de classiques qui survivent. L'un des exemples les plus marquants, les plus célèbres, c'est celui peut-être des Hauts de Hurlevent, qui est aujourd'hui encore à la mode chez, c'est vrai, plutôt les adolescentes que les adolescents ou les jeunes femmes. Mais en tout cas, c'est un exemple, et il y en a certainement beaucoup d'autres, de livres classiques qui peuvent encore parler aux adolescents. Alors, maintenant, je voudrais aborder la question de la méthode. Comment faire lire, comment faire découvrir les bons livres. Évidemment, c'est une question qui est assez cruciale, et je commencerai par l'univers familial, le milieu familial, en disant que l'une des choses essentielles, mais je l'ai déjà un peu dit tout à l'heure, c'est de dédramatiser. Si un enfant ne lit pas pendant une certaine période, s'il va vers certaines lectures que vous ne considérez pas comme de la vraie lecture, BD, manga, etc., il faut vraiment pas que ce soit regardé comme quelque chose de grave, parce que sinon les enfants se braquent. J'ai souvent d'ailleurs rencontré des bibliothécaires qui me disaient bon, nous à la maison on ne parle que de livres, on lit énormément, mon aîné, c'est souvent l'aîné, elle lit beaucoup, mais alors le cadet ou la cadette, là, pas du tout. Et je pense que c'est vraiment une espèce de braquage psychologique, parce que c'est tellement grave dans la famille, la littérature, il faut lire que, entre guillemets, allez vous faire voir avec vos livres, j'ai ma vie à moi. Et donc, c'est très important de dédramatiser, de ne pas dénigrer les choix que éventuellement les enfants font. On a tous, je pense, assisté à ça dans une librairie, une maman ou un papa qui est avec son enfant, l'enfant qui revient avec un bouquin qu'il a choisi, et le parent qui lève les bras au ciel ou les yeux, parce que le bouquin en question lui semble atroce, non, prenons autre chose, etc. Non,
si cet enfant a envie de ça, on prend ça et on peut éventuellement prendre autre chose. Et au moment de la lecture le soir, on passera de l'un à l'autre. Mais il est très important d'accorder de l'importance au choix des enfants. Lire ce qu'ils lisent, et même tard, partager des lectures. Moi, j'ai souvent été conseillé par mes fils. Alors, je ne dis pas que chaque fois j'aimais ce qu'ils me proposaient, mais j'ai trouvé intéressant, important de lire ce qu'ils me proposaient pour que nous puissions discuter. Un petit mot aussi sur la lecture que les parents font aux enfants. Souvent, on l'arrête trop tôt, je trouve. Une fois qu'un enfant sait lire, terminé. Non, on peut encore partager des moments très privilégiés tard. Mon père nous lisait à ma mère, ma sœur et à moi des romans quand nous avions, ma sœur et moi, 13 ou 14 ans. Alors bon, c'était une époque, on allait en vacances, généralement en France, dans des gîtes où il n'y avait pas de télévision, etc. Le contexte était différent, mais enfin, ça reste des moments de communion familiale qui étaient très beaux et qui m'ont laissé un grand souvenir. Je me souviens d'une lecture de Malville de Robert Merle, par exemple, qui avait été tout à fait merveilleuse. Et je pense que le fait qu'à un moment donné, j'ai abandonné la bande dessinée pour me tourner vers les romans, ça doit beaucoup à ces lectures de mon père. Alors, les ados, on le sait, se confient rarement. Tous les parents savent que quand un ado a envie de parler, on laisse tout tomber. Si on est en train de peindre un plafond, on arrête de peindre. Moi, si je suis en train d'écrire, je laisse tout tomber pour discuter. Eh bien, les discussions sur la littérature, les conseils éventuels qu'un ado peut demander à son père ou à sa mère, c'est la même chose. Ça n'arrive pas souvent. Quand ça arrive, eh bien, il faut saisir l'occasion. Ça m'est arrivé un jour. Mon fils, qui ne lisait plus beaucoup, est arrivé dans mon bureau où j'ai l'essentiel de ma bibliothèque, et il m'a dit: papa, j'aimerais bien lire certains classiques. Alors on a fait le tour de la bibliothèque et il a choisi, j'ai commenté les livres et il a fait son choix là-dedans. Alors évidemment, tout ce que je dis là, c'est pour les familles où on lit, où il y a des livres. Il y a des familles sans livres. Ce qui me rappelle d'ailleurs une anecdote absolument amusante. J'étais au Maroc un jour pour rencontrer des classes. J'arrive dans un lycée et il y avait un type dans une cage en verre. Je ne sais pas ce qu'il était vraiment, je ne pense pas que c'était un éducateur parce qu'il y avait des dossiers, mais ce n'était pas le directeur non plus. Enfin bref, il me voit, d'aussi loin qu'il me voit, il lève les bras au ciel, il me dit: ah, la lecture, la lecture. Comment voulez-vous qu'on fasse lire les enfants si les parents ne lisent pas? Alors je dis, moi aux parents, c'est toujours le type qui parle, je dis moi aux parents: les parents, vous ne lisez pas, d'accord, mais au moins, faites semblant. C'était évidemment très drôle, je me suis tout de suite imaginé un père devant la télé, son enfant qui rentre dans la pièce, et puis il saisit un livre, éventuellement à l'envers, et fait semblant de lire. Enfin, c'était très, très, très drôle. Alors, par rapport à la méthode, je passe maintenant aux enseignants. Jannick Cooks vous en dira ou vous en a dit certainement des choses très précieuses. Je ne suis pas moi-même enseignant et donc je vais parler avec prudence, mais disons que j'ai quand même une petite légitimité du fait que je vais énormément dans les classes en tant qu'auteur jeunesse. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de notre vie. Bon, malheureusement pas en ce moment, mais en tout cas, disons que j'ai une expérience dans ce domaine. Alors, là encore, très important, l'intérêt à marquer de la part des enseignants pour les préférences des élèves. Avoir une connaissance de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils lisent. Dans un colloque auquel j'ai assisté il y a quelques temps, une intervenante lisait la lettre d'un gamin qui parlait de son parcours de lecture. Et alors, si je me souviens bien, il racontait qu'il était bon lecteur au départ en tant qu'enfant. Il lisait des BD, mais pas seulement. Puis il est arrivé à l'école, et alors deux choses se sont passées. D'abord, on a dénigré ses lectures, l'enseignant ou les enseignants. Et deuxièmement, on lui a proposé des choses
qui vraiment ne lui plaisait pas, alors que c'était un enfant passionné, c'était quelqu'un qui se passionnait par exemple pour la guerre 40, il avait envie de lire des choses là-dessus. Donc bref, l'arrivée à l'école a tout simplement fait que ce lecteur eh bien, n'a plus envie de lire. On l'a cassé au lieu de l'aider. Bon, ce sont des cas qui sont heureusement aujourd'hui assez rares, et je vais évidemment tout de suite enchaîner par un autre exemple qui est extrêmement positif. C'était il y a quelques années, une bonne dizaine d'années, je crois que c'était du côté d'Évreux, en France, donc je rencontre une enseignante, et alors elle, ce qu'elle faisait, c'est que le premier livre de l'année, c'est les enfants de jeunes ados qui choisissaient. Mais chacun choisissait son livre. Donc ça veut dire que cette dame, bon, vous savez qu'en France les classes sont plus nombreuses, il y avait en général 30 élèves, elle lisait entre 15 et 20 romans. Pourquoi 15 et 20 et pas 30? Parce qu'évidemment certains enfants choisissaient le même, certains élèves choisissaient le même, peut-être qu'elle avait lu un ou deux livres les années précédentes, mais enfin elle faisait ça, ce qui est remarquable. Alors ce qu'elle faisait pédagogiquement autour de sa lecture, je suppose qu'elle organisait des débats, je ne me souviens plus très bien, mais en tout cas l'important c'est qu'elle gagnait une légitimité, elle-même a proposé après ses propres choix. Et donc ça, je trouvais que c'était un très très bel exemple. Autre point important, le fait de favoriser les débats critiques sur les textes. C'est une manière de donner confiance aux enfants, aux élèves, dans leur jugement, une manière de les aider à s'approprier les lectures, et ça n'est pas suffisamment fait. Et ça, je peux en parler parce que quand je vais dans les classes pour rencontrer des élèves à propos de mes livres, on me pose beaucoup de questions sur le métier d'auteur, d'où vient l'imagination, est-ce que je connais la fin de mon histoire en commençant? Est-ce que j'écris tout de suite à l'ordinateur ou bien à la main? Toutes questions qui sont intéressantes et auxquelles je réponds volontiers, mais il y a très peu de questions sur le fond. Il y a très peu de questions sur l'histoire, sur la thématique, etc. Ce qui devrait être fait, c'est de mettre un livre sur la table, comme on met sur la table un sujet de société, tout le monde discute, etc. C'est très important pour donner de l'importance au jugement des élèves et pour faire en sorte que, encore une fois, ils prennent de l'importance, de la confiance par rapport au livre. Alors, là je m'avance encore un peu plus. En disant que personnellement, je serais assez prudent par rapport aux évaluations concernant les lectures. Je sais que ça se fait beaucoup. Quand je donne ce point de vue aux enseignants, souvent ils me disent « oui, mais si on ne fait pas un petit contrôle après, ils ne lisent pas ». Sans doute, mais pour moi, ce qui est quand même important, c'est le plaisir de la lecture. J'ai rencontré un ado l'autre jour, on lui avait donné à lire un livre de Balzac, et alors il y avait une interrogation après, et il levait les yeux au ciel en disant « ouais, c'est le genre », elle me demandait combien il y avait de pieds à la table, etc. Donc c'était vraiment... Et il a employé le mot « fliquer ». Donc c'était l'idée qu'on les interroge pour vérifier et qu'eux-mêmes se rendent compte en fond que ça n'a pas beaucoup d'intérêt pédagogique finalement. Quel est le but pédagogique d'une interrogation comme celle-là? Je ne dis pas que toutes les interrogations sont achetées, il y en a certainement qui sont beaucoup plus intéressantes, qui mobilisent l'avis, le jugement, l'analyse de l'élève. Mais en tout cas, je pense personnellement que par rapport au contrôle, aux évaluations qui suivent les lectures scolaires, il faut faire attention, il faut être prudent parce que ce qui compte quand même, c'est le plaisir. Alors évidemment, et ça je pense que Yannick Cooks vous en parlera plus longuement que moi, il y a l'aspect production artistique, production littéraire, les faire écrire, les faire dessiner, les faire illustrer leur texte. C'est extrêmement important parce que là encore, c'est une façon de les valoriser, c'est une façon de changer le regard, le rapport qu'ils ont à la littérature. Et c'est très important pour en faire des lecteurs. Hein. Ce n'est pas seulement pour en faire des artistes ou des écrivains, c'est aussi pour en faire des lecteurs. Et je dirais encore une chose par rapport à cela. Bon, j'ai dit tout à l'heure qu'il est important qu'un enseignant puisse évaluer sa classe, voir ce qu'il ou elle peut proposer cette année-là à ces enfants-là. Je suis vraiment partisan d'une grande liberté laissée aux enseignants par rapport au choix des lectures. Mais alors, il y a une chose aussi qui peut être intéressante, c'est la lecture différenciée.
vous le savez peut-être, vous ne le savez pas, j'ai une bibliographie qui est assez éclectique puisque je fais à la fois des albums pour les enfants, j'écris des romans pour les premières lectures autonomes dans la collection Mouche de l'école et loisirs, et puis j'écris aussi des romans pour les ados, voire les grands ados pré-adultes. Eh bien, plusieurs fois ces derniers temps, je dirais les 2 dernières années, je me suis retrouvé dans des classes avec des enfants immigrés et des enfants migrants. Et alors le niveau de lecture était extrêmement différent au sein d'une même classe. Il y en a qui étaient capables de lire des livres pour les 12-15 ans, d'autres qui lisaient des livres pour les 7-9 ans, et des migrants qui venaient d'arriver la semaine dernière et qui, eux, ne pouvaient s'en sortir qu'avec des albums pour enfants. Et cette lecture différenciée, c'était très intéressant parce qu'il y avait une espèce de joie générale dans cette classe où tout le monde avait trouvé lecture à son pied, si je puis dire, et c'était très très intéressant sur le plan pédagogique, sur le plan de la lecture, du fait de favoriser la lecture. Donc ça, je pense que c'est une idée intéressante aussi, ne pas avoir peur, dans certains cas, quand c'est important, de différencier les lectures. Et je termine sur les invitations d'auteurs en classe. C'est vraiment quelque chose qui porte ses fruits. Moi, je le fais beaucoup. J'ai vu des centaines et des centaines de classes au cours de ma carrière qui a maintenant presque 20 ans. Il m'arrive régulièrement qu'un enseignant me dise, ben voilà, cet élève-là ne lisait pas. Eh bien, le fait que vous veniez, ça l'a stimulé. Il ne voulait pas rester sur le carreau pendant la rencontre. Il a lu votre livre. Parfois aussi, bon, pas tous les jours, bien sûr, il arrive qu'un élève se mette à lire carrément, que cette rencontre lui mette le pied à l'étrier. C'est une façon, encore une fois, pour les enfants, pour les élèves, d'être face à... Enfin, de dédramatiser les choses, de désacraliser les choses. Vous êtes face à une personne qui a écrit, qui est quelqu'un comme tout le monde, qui n'est pas vieux, qui n'est pas mort, qui n'a pas une longue barbe. Et ça établit une proximité sympathique qui rend la lecture plus proche. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Bon, je l'ai déjà dit, mais je le rappelle, une chose importante dans ces rencontres, c'est de favoriser l'échange. C'est vrai que parfois je vais dans des classes, et alors les enseignants qui veulent souvent bien faire. On fait travailler les élèves sur toutes sortes de choses, des dessins, des poèmes, parfois ils ont filmé des scènes, etc. Et alors, bon, l'auteur assiste à toutes sortes de choses, regarde toutes les productions, mais le temps qui est dédié à l'échange, à la conversation entre un auteur et les élèves est très très réduit. Parfois, c'est 5-10 minutes alors qu'on était censé se voir 1 heure. Ça, évidemment, c'est très dommage. Ce qui ne veut pas dire qu'un auteur n'est pas très content de voir les choses qui ont été réalisées. Mais il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas consacrer trop de temps à cela. Ce qui compte, encore une fois, c'est l'échange. Et un échange qui, pour être intéressant, eh bien, doit aussi porter sur le livre lui-même. Ou alors, il y a aussi des cas où un échange peut être remarquablement intéressant quand une classe est occupée à un travail littéraire. Ça m'est arrivé encore dernièrement, ils étaient occupés à écrire des nouvelles. Et alors là, la conversation a été d'un intérêt vraiment magnifique parce qu'ils m'ont posé des questions de métier. Ils m'ont demandé comment fabriquer un livre, comment est-ce que je ferais ceci, etc. Enfin, c'était tout à fait passionnant. Ce sont souvent des moments magiques. Alors j'en arrive maintenant au rôle des auteurs. Alors cette même jeune femme dont j'ai parlé tout à l'heure, qui avait donné cette conférence sur la littérature de jeunesse, elle a eu une phrase à un moment donné qui m'avait frappé, parlant des collections formatées qui existent pas mal aujourd'hui. Vous savez, où les auteurs reçoivent un cahier de charges, doivent s'inscrire dans une série par exemple, et ils ont toutes sortes de contraintes. Bon, que personnellement je regarde avec un œil dubitatif, parce que là encore une fois, c'est pas la meilleure manière de faire de la bonne littérature. Elle disait, les bons auteurs qui acceptent ce genre de commande restent de bons auteurs. Oui, peut-être, mais de mon point de vue, quand ils font ça, ils n'écrivent pas leur meilleur livre, il n'y a aucune chance qu'ils le fassent.
j'oserais même dire que de mon point de vue, il se galvaude un petit peu. Parce que le rôle des auteurs, il est aussi extrêmement important. Eux aussi ont un devoir envers la littérature. Je me rappelle d'une question que François Bunel avait posée à Philippe Ross. Je revois encore très bien l'image, ils étaient en train de marcher. Vous savez, François Bunel va souvent aux États-Unis, il aime bien la littérature américaine, donc il rencontre cet immense écrivain Philippe Roth et lui dit, mais quand vous écrivez, qu'est-ce qui est pour vous le plus important? Et alors Philippe Roth se retourne, le regarde avec un air presque étonné et lui dit, mais c'est de bien écrire. Et que voulait-il dire par là? Pas seulement de bien écrire au point de vue stylistique, bien sûr ça aussi ça compte, mais il voulait dire mettre la barre le plus haut possible sur le plan artistique. Et ça, pour moi, c'est vraiment très très important, cette exigence personnelle que nous devons tous avoir. J'ai un ami, c'est encore une anecdote, un ami qui est un grand lecteur, qui écrit très bien. À un moment donné, il voulait faire, il songeait à l'idée de faire un livre pour les enfants, d'écrire un texte d'album pour enfants. Et puis il s'est dit, mais non, je ne sens pas en moi une singularité. Je pourrais faire quelque chose de tout à fait convenable, mais pas quelque chose qui vaudrait vraiment la peine. Ça arriverait parmi d'autres choses. Et est-ce que c'est vraiment nécessaire? Bon, je ne dis pas que tout le monde doit avoir une telle exigence, mais en tout cas, je trouve que c'est assez beau comme raisonnement. Alors, la tendance, évidemment, au formatage de certains éditeurs actuels va contre cette exigence dont je parle. Il y a les collections sexuées, on revient quand même à une littérature rose, hein. C'est extraordinaire. Pour moi, c'est tout à fait terrifiant que les intentions soient d'ailleurs commerciales ou pédagogiques par rapport à ces collections formatées. D'ailleurs, souvent, le pédagogique affirmé cache en fait une intention commerciale. L'écriture dirigée, de mon point de vue, ça va encore une fois contre la littérature. Et alors là, petite anecdote personnelle, il arrive à tout écrivain dans sa carrière qu'un jour ou l'autre, on lui refuse un bouquin. Ça arrive. Alors là, deux solutions. Soit les arguments de l'éditeur vous convainquent. Vous dites oui, effectivement. En plus, il y a généralement eu un recul entre le moment où vous avez livré votre texte et le moment où vous recevez la critique. Tout ça peut faire que vous vous dites c'est vrai. Là, j'ai raté mon coup, ça va dans un tiroir. Dans d'autres cas, eh bien, on est content de son texte et on veut quand même le publier et donc on va ailleurs. C'est ce qui m'est arrivé pour un texte court pour les 7-9 ans, il y a quelque temps. Donc je le présente à un autre éditeur et je suis en relation avec une éditrice qui est enthousiaste. Je me dis, l'affaire est faite. Pas du tout. Parce qu'elle devait d'abord faire lire mon texte d'une part aux représentants et d'autre part à d'autres éditeurs qui avaient un statut supérieur dans la maison d'édition. Je ne sais pas comment c'était organisé sur le plan hiérarchique. Alors, les représentants, là, il faut s'arrêter une minute là-dessus. Les représentants sont des gens essentiels, qui font un travail merveilleux. C'est eux qui vont présenter les livres chez les libraires. Néanmoins, l'idée que des clients fassent part aux libraires de leurs desiderata, de ce qu'ils ont envie, les libraires font part de ça aux représentants, qui remontent ça aux éditeurs, et les éditeurs vont dire aux auteurs, écoutez, c'est ça qu'on attend en ce moment, on aime bien les histoires de dragons verts en ce moment, pas tellement les dragons bleus. Vous imaginez, c'est une vision de la littérature qui est purement commerciale. Moi, ça ne me gêne pas du tout qu'on fasse ça par rapport à des frigos, à des voitures, à la décoration d'intérieur, mais pour la littérature, non, non. Là, s'il vous plaît, pas de ça. Donc, je reviens à mon anecdote. J'attends donc la réponse, hein, puisque mon texte va être lu par les représentants et par d'autres éditeurs. Et l'éditrice avec laquelle je suis en contact m'écrit en me disant que elle est toujours, l'éditeur en question est toujours intéressé par mon texte, mais je vais devoir procéder à toute une série d'aménagements. J'ai la liste ici. Je vais devoir rallonger mon texte parce que mon texte va entrer dans une collection plus
où il y a plus de pages, hein, donc c'est plus long, je vais devoir presque doubler mon texte, viser une tranche d'âge plus proche de 10 ans que les 7-8 ans, donc ça je ne sais pas très bien comment je vais faire, mais il faudra que je change mon texte pour que ça corresponde à cette tranche d'âge, de mieux orienter vers le ton de l'espièglerie, parce que la collection en question, c'est une collection expiègle, etc. Bon, évidemment, j'ai refusé, et je vais vous lire le message que j'ai adressé à cette éditrice. Je l'ai appelée Julie ici, elle ne s'appelait pas Julie. Voici ma lettre. Et sa réponse qui est très intéressante. Chère Julie, merci pour ce retour. Hélas, ça ne pourra pas marcher. Je n'ai jamais écrit en fonction d'une politique éditoriale, jamais privilégié un ton pour répondre à une demande. Si je rallonge un texte, chose rare, je suis plutôt un coupeur, cela ne peut être que pour des raisons inhérentes à l'histoire et non pour entrer dans une collection. Bref, les aménagements que vous suggérez sont tout à fait contraires à ma vision de l'écriture. Je vous le dis en toute sympathie, croyez-le bien. Je comprends vos raisons et votre perspective, bon là je mentais un petit peu, simplement elles ne sont pas les miennes. Me connaissant, je sais par ailleurs que ce type de collaboration me conduirait immanquablement à des frustrations. Je vous remercie, etc., etc. Et alors sa réponse, je comprends très bien et je ne peux que vous encourager 1000 fois à assumer cette liberté. Espérons qu'elle trouve encore longtemps des endroits pour exister. Bon, là, je me suis dit, je suis bien à l'école des loisirs. Je suis navré de devoir être réaliste sur ce qui est simple à entreprendre ou les moins dans ma maison actuelle. Mais comme les chemins sont sinueux, j'espère que nous aurons encore l'occasion de nous recroiser. Alors, la phrase importante dans cette lettre, c'est celle de la liberté menacée. Hein, l'idée qu'elle espère que cette liberté que je veux conserver, je pourrai la garder longtemps. C'est un peu effrayant, d'autant qu'elle a certainement une vision, je dirais, du paysage éditorial français meilleure que la mienne. Voilà, comme je l'ai dit, j'étais très heureux d'être à l'école des loisirs, mais c'est un petit peu effrayant. Alors ce que j'aurais envie de dire, moi, à cette éditrice, parce que quand on la lit entre les lignes, et je n'ai lu qu'un message, il y en a eu d'autres, on réalise qu'en fait elle n'est pas très contente. Je pense qu'elle serait heureuse de me publier tel quel, en me faisant des critiques bien sûr, mais des critiques pour rendre mon texte meilleur, pas pour entrer dans une collection bien définie. Qu'est-ce que j'aurais envie de lui dire? Bon, bien sûr elle doit remplir son frigo, hein, c'est facile de dire changer de place. Néanmoins, tout ce que je lui souhaite, c'est de trouver le plus vite possible un éditeur qui respecte encore la littérature, où elle pourra s'épanouir en tant qu'éditrice. Et aux auteurs qui accepteraient ce genre de commande. Là encore, évidemment, il y a la question du loyer à payer, mais c'est dommage. C'est dommage de se fourvoyer dans ce genre de commande. Philippe Ross a raison, ce qui compte, c'est de mettre la barre artistique le plus haut possible. Et ça me fait penser à un conseil que donnait Paul Léoto quand il rencontrait de jeunes auteurs. Il leur disait « ayez un métier ». Ayez un métier, ça vous donne la liberté après d'écrire les meilleures choses, ce que vous avez envie d'écrire, comme vous avez envie de l'écrire. Moi, j'ai longtemps travaillé dans des restaurants. Je pense que plutôt que d'accepter des commandes comme celle-là, qui me rendraient malheureux en tant qu'écrivain, je préférerais retourner dans les restos. Vous allez me dire, la période n'est pas très idéale pour trouver une place dans un resto. Mais enfin, je préférerais avoir un travail alimentaire et consacrer le reste de mon temps à la littérature que je veux et qui est la meilleure que je puisse fournir. Et pour conclure, concernant la littérature de jeunesse, je dirais ceci, que ceux qui la font et ceux qui la prescrivent doivent avoir un objectif qui est le même et qui est justement l'un de ceux de l'IBI, l'Union internationale pour les livres de jeunesse que vous connaissez, et ça me servira de conclusion. Alors l'IBI a plusieurs objectifs, vous pouvez aller voir sur le site. Il y a par exemple celui de stimuler les recherches sur la littérature de jeunesse, mais le plus important de ces objectifs, pour moi, c'est le 5e, et je le lis: donner aux enfants de tous les pays l'opportunité d'accéder à des livres de haute qualité artistique et littéraire. Voilà, merci de m'avoir écouté.